Et de retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos deux invités, M. Fofana, économiste, M. Diallo, membre de la société civile guinéenne, et puis notre éditorialiste, Jean-Marie Bitomo. Et à l'instar de certains pays africains comme le Nigeria, l'Algérie ou encore le Gabon, la Guinée équatoriale va siéger à l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est officiel, elle a fait sa demande d'adhésion. C'est un sujet de Siamlo Victoria Sedji, regardez. La Guinée équatoriale souhaite rejoindre l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole OPEP en 2017. Le gouvernement vient d'adresser sa demande d'adhésion. Depuis novembre 2016, l'OPEP est parvenu à un accord visant à réguler la production de l'or noir. C'est un effort consenti et coordonné de ses États membres qui doit aboutir à un quota de production de 32,5 millions de barils par jour. Des conditions que la Guinée équatoriale devra alors respecter si elle adhère à l'organisation. Ça va impacter nécessairement le prix du pétrole, donc les revenus de la Guinée équatoriale qui est dans une phase autant que le Gabon dans des périodes de difficulté du fait de la non-diversification significative de leur économie, bien qu'ils en aient les potentiels. La Guinée équatoriale est l'un des pays non membres de l'organisation qui a souscrit à l'option de la réduction de la production de pétrole. En intégrant le cartel, ce pays d'Afrique centrale veut contribuer à faire remonter les prix du baril de l'or noir. Les États membres de l'OPEP possèdent 78,4% des réserves de pétrole et fournissent 43% de la production mondiale de pétrole brut. La production de pétrole sur le marché international était significative. Donc, on avait une surcapacité de l'offre. Donc, qui dit qu'on a une surcapacité de l'offre, ça impacte automatiquement sur les prix. Et c'est pour ça que depuis bien 2 ans, on arrive à un fléchissement du prix du baril du pétrole. C'est sûr que de rentrer dans l'OPEP, on est encadré, on a un meilleur processus de distribution, certes peut-être. Mais l'enjeu pour les gens, c'est que les pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, le Venezuela et certains nombres ont une économie essentiellement de rente pétrolière. Donc aujourd'hui, avec le pétrole de schiste, ça impacte automatiquement le marché. La Guinée équatoriale tire essentiellement ses revenus du brut. Ses ventes annuelles sont estimées à 10,5 milliards de dollars, ce qui représente 95% des exportations du pays. En décembre 2016, au cours d'une réunion en Algérie, la Guinée équatoriale a pris l'engagement de réduire sa production de 12 000 barils par jour en prélude à sa demande d'adhésion. Jean-Marie, pourquoi la Guinée équatoriale veut-elle intégrer l'OPEP ? La Guinée équatoriale intègre l'OPEP, si vous voulez, pour diverses raisons, mais la raison qui me semble essentielle, c'est rentrer dans un cartel qui peut stabiliser les prix. Tous les États producteurs de pétrole qui vivent des États rentiers du pétrole souffrent aujourd'hui de la baisse du prix du pétrole. Donc on se dit qu'en intégrant une organisation qui joue sur les fluctuations du prix du pétrole, parce qu'on est là sur quoi? On est sur un marché sur lequel on a une offre et une demande. Dès que vous avez une offre qui est pléthorique, obligatoirement, si vous voulez, les prix vont baisser. Donc, qu'espère la Guinée équatoriale? La Guinée équatoriale espère intégrer, c'est-à-dire une chambre dans laquelle il pourrait tirer des avantages. Mais d'un autre côté, j'ai peur que, en rentrant dans cette chambre-là, aujourd'hui, l'OPEP, si vous voulez, produit par jour entre 32 et 33 millions de barils du jour. Sur les 32 et 33 millions de barils du jour, les 10 pays qui sont avec la Guinée équatoriale qui veulent intégrer l'OPEP, bon, ça va représenter, la baisse représentera à peu près, je crois, 558 000 tonnes, si vous voulez, 558 000 jours. Alors que la Guinée équatoriale, en intégrant, si vous voulez, l'OPEP, ils ont une baisse qui est moins significative. Parce que s'ils restent à l'extérieur, ça veut dire quoi? Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a parlé du pétrole de schiste, là. Ça voudrait dire que l'OPEP peut inonder le marché et pouvoir, comment dirais-je, faire encore plus baisser les prix par rapport aux pays qui sont à l'extérieur. Alors, justement, si la Guinée équatoriale intègre l'OPEP, elle devra respecter le quota de production, vous l'avez dit, de 32,5 millions de barils par jour. Elle le faisait déjà, elle avait joué le jeu, mais là, elle sera contrainte et forcée de le faire. Monsieur Fofana, quel est donc l'intérêt d'appartenir à l'OPEP? Quelle garantie l'OPEP offre à ses adhérents? Nécessité faisant loi. On résiste mieux quand on est dans une organisation, dans un groupe, que quand on est tout seul.
Vous disiez qu'elle a commencé à s'appliquer soi-même cette diminution de... Mais on est encore plus fort quand on est ensemble. L'OPEP existe depuis une quarantaine d'années maintenant, 43 ans. Et c'est pas plus tard qu'en 2016, quand l'organisation a pu jouer sur la remontée, une petite remontée des prix. Et ça a nécessité, je pense que... Mais le problème principal des pays producteurs de pétrole en Afrique vient de ce qu'ils ont tout misé sur le pétrole. Ils ont une monoproduction et le jour où ça se casse la gueule, l'effet s'en ressent tout de suite. C'est le cas de l'Algérie, par exemple, où on a vu des recettes budgétaires chuter du jour au lendemain. Et c'est partout pareil. Au Nigeria, en Angola et en Guinée équatoriale. Au Gabon, dans tous les pays entiers. Il faut un minimum d'organisation pour pouvoir influer sur les prix. Alors, justement, Monsieur Diallo, on le sait, cette chute du prix du baril a contraint nos pays exportateurs, nos pays rentiers sur le continent africain à revoir leur politique économique. Ils sont aujourd'hui, ces pays-là, dans la tourmente. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que l'accord de Vienne, qui a acté sur la régulation de la production, permettra de faire remonter le prix du baril? Certains parlent d'un baril peut-être à $70 à la fin de l'année. On sait aujourd'hui, on est à $50. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va augmenter ce prix du baril? L'augmentation du prix du baril du pétrole dépend de beaucoup de facteurs, pas seulement du niveau de production. C'est-à-dire que ça dépend forcément du niveau de la demande. C'est-à-dire quand on prend les pays qui sont en forte croissance, notamment la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui sont vraiment en forte croissance, si leur demande augmente fortement, c'est un effet mécanique en fait. Ça peut augmenter sans que forcément les pays de l'OPEP, ou en tout cas les pays producteurs, même s'ils ne sont pas membres de l'OPEP, agissent réellement sur les prix. Et sur la production pour pouvoir réguler les prix. Mais s'il n'y a pas de croissance au niveau mondial, même s'ils baissent ou bien même s'ils régulent, même s'ils font plein de règles, ils auront du mal à le faire en fait. Parce que c'est l'interaction de plusieurs facteurs qui jouent sur le prix du baril du pétrole en fait. Donc le fait que la Guinée équatoriale soit dedans ou soit dehors, ça n'a pas forcément d'impact en fait parce qu'elle est obligée de respecter les règles du jeu. Jean-Marie, je vous laisse 10 secondes, pas plus. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'il faut que les pays africains se préparent, si vous voulez, à leur diversification. Tous les pays pétroliers, les États dont on parle là, sont des États qui ont déjà construit leur développement, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Et la durée de vie du pétrole en elle-même, c'est-à-dire va être réduite tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez des voitures électriques qui vont inonder le marché mondial. Je vous coupe, et puis en plus, on va parler du Cameroun. D'accord. Alors, et justement, au Cameroun, les bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes commencent à créer leur entreprise. Ça y est, annoncé en février 2016 par le chef de l'État. Ce plan, effectif depuis le 11 janvier de cette année, a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes. Et pour cette première phase, c'est une trentaine de jeunes qui ont été sélectionnés. Leurs projets sont en cours de réalisation. Reportage, Chérif Ousmane Bardounka. Lancée officiellement le 11 janvier 2017 à Yaoundé, cette opération décrétée par le chef de l'État en février 2016 a vu 38 jeunes issus des 10 régions du pays recevoir matériel et chèques en vue de la mise en œuvre de leurs projets. Sont ainsi ciblés l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation technologique. Et pour ce faire, le ministère de la Jeunesse a développé 3 composantes orientées vers les besoins spécifiques des jeunes. Et ce domaine couvre en réalité l'ensemble des activités de la jeunesse. Vous savez, c'est ça la spécialité de ce plan triennal spécial jeune. Nous recueillons d'abord les aspirations des jeunes. Je dois vous dire à date, sur les 160 000 jeunes inscrits à l'observatoire, quand on a fait le traitement informatique de leurs aspirations, tous rentrent dans ces 4 secteurs et surtout dans les 17 spécialités filières d'insertion identifiées. Paul-Julien Bakilis est l'un des bénéficiaires du plan triennal spécial jeune dans la région du littoral. Cet ingénieur chimiste a été sélectionné pour la pertinence de son projet. Après un stage dans une savonnerie, il a décidé de s'installer à son propre compte. Avec les 4 700 000 francs CFA qu'il recevra du gouvernement, Paul-Julien Bakilis ambitionne développer son entreprise et recruter une dizaine de jeunes. Mon projet, je l'ai évalué à 13 millions et j'ai sollicité un financement de 11 millions. Bon, j'ai évalué le projet, j'ai évalué la rentabilité et tout ce qui va avec par la mise sur pied d'un business plan. Et puis, mon projet a été évalué rentable
au-delà de 3 ans et demi. Et d'autres points forts de mon projet, c'est les emplois que ça va générer. Mon fonds propre était à 2 millions. Sur cette base-là, je n'aurais jamais pu mettre sur pied une savonnerie. Mais avec l'apport que le plan triennal, la plus-value, c'est forcément me permet déjà de mettre sur pied mon entreprise, créer des emplois. À terme, 1,5 million de jeunes seront enrôlés dans ce plan qui s'étalera sur 3 ans pour un coût global de 102 milliards de francs CFA. Pour le président de la République, Paul Biya, cette initiative devrait assurer la promotion et l'épanouissement intégral de la jeunesse et devrait par la même occasion lui donner une autonomie économique. Alors ce plan, il va s'étaler sur 3 ans précisément et c'est 1,5 million de jeunes à terme qui seront enrôlés par ce plan triennal. C'est ce chiffre, Jean-Marie, qui est important, 1,5 million de jeunes. On ne parle pas là d'une petite initiative, mais bien d'un véritable programme. On peut féliciter les autorités camerounaises. Il est nécessaire, si vous voulez, de trouver les voies et les moyens de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir créer leurs entreprises. Dans la mesure où, aujourd'hui, nous savons dans tous nos États africains qui ont l'État incapable de fournir, si vous voulez, du travail à tout le monde aujourd'hui. Et partant de ce qu'on a appelé, si vous voulez, la dynamique internationale des micro-projets, ces micro-projets-là sont porteurs. Ça fait plus de 20 ans, on parlait en off là tout à l'heure avec M. Fofana, ça fait plus de 20 ans que nous parlons de ces projets-là. Ces micro-projets-là sont beaucoup plus créateurs d'emplois parce que vous avez un essaimage. On sort de la logique des grands projets africains dans lesquels on est en train de dilapider des montants c'est-à-dire incommensurables. Alors que là, en formant 1 million de jeunes, ça vous fait quoi? 1,5 million. Si vous formez 1,5 million de jeunes sur 10 ans, et que au bout de ces 3 ans, ces 3 ans, c'est pas 10 ans, et que chaque entreprise embauche ne serait-ce que 2 jeunes, tout simplement. Là, on a un exemple qui est un bel exemple, quelqu'un qui vous dit qu'il va embaucher, si vous voulez, une dizaine de personnes. Et sur 1,5 million de personnes qui sortent de là, moi je prends la moitié, que chacune des entreprises crée ne serait-ce que 5 emplois. Est-ce que vous voyez, si vous voulez, la niche que nous avons là pour pouvoir dynamiser l'économie en partant de la théorie des micro-projets qui avaient même été élaborés par le FMI, les banques mondiales et tout ça. Mais quand il s'agit d'appliquer ça en Afrique, nous ne l'appliquons pas. Nous attendons tout simplement de courir vers les grands projets. Alors que vous avez ces micro-projets-là qui sont très porteurs. Très vite, la détermination, en tout cas, des autorités camerounaises, elle est là. Elle est là. Est-ce que 2017, ça pourrait être le tournant décisif pour les jeunes, jeunes Camerounais qui attendent beaucoup, on le rappelle. Il y a une simplification énorme, si vous voulez, dans la création d'entreprises pour les jeunes au Cameroun. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à louer, c'est souhaitable et il faut amplifier le mouvement. Alors, Monsieur Diallo, on parle de la jeunesse camerounaise, la jeunesse guinéenne également a besoin d'emploi, a besoin de travail. Est-ce que les autorités guinéennes, à l'image des autorités camerounaises, ont lancé ce genre d'initiative permettant l'employabilité de la jeunesse guinéenne? En fait, il y a un ministère dédié à la jeunesse qu'on appelle le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune qui a bénéficié d'un fonds, mais bon, qui vient de la Banque mondiale. En fait, il y a un fonds de 20 millions de dollars que la Banque mondiale a octroyé à la Guinée et qui est géré par Tiano Ilias Abalde, qu'on connaît, qui était ici avec nous, qui est membre de la diaspora, qui permet, en fait, ce n'est pas exactement le même projet, mais qui permet la formation, pas le financement de projet, ou bien le financement de création d'entreprise, mais qui assiste les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, à la rédaction de leur CV, aux techniques de recherche d'emploi et aussi à la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, notamment les grands groupes industriels ou les banques, ou en tout cas les secteurs porteurs d'emploi. En fait. Il y a cette mesure-là qui existe, mais peut-être il y a d'autres initiatives. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites. Qui sont faites, en fait, qui sont louables. Parce que ça permet aux jeunes de sortir de la canaillerie pour revenir sur la voie de la raison et qui permet d'aller vers l'avenir, en fait. Monsieur Fofana, très rapidement, on arrive malheureusement sur la fin de cette émission. Parmi les secteurs qui ont été identifiés dans ce plan triennal, il y a le secteur numérique, mais il y a également l'agriculture. C'est un secteur qui a été identifié comme pourvoyeur d'emplois, pas seulement au Cameroun. Comment l'État peut véritablement accompagner ces jeunes dans les métiers agricoles ? C'est très louable cette initiative qu'on a vue à l'image. Il faut compter sur l'effet multiplicateur. Un jeune aidé peut employer 2 personnes ou 3 personnes et on en arrive à des chiffres intéressants. Et il ne faut pas cibler que des secteurs
Qu'ils ont été identifiés. Des nouveaux secteurs, je veux dire. L'agriculture, par exemple, est on n'a pas idée, mais c'est un secteur qui a un fort taux d'employabilité. C'est-à-dire que pour s'occuper d'un champ, par exemple, il faut des bras, parce que l'agriculture n'est pas mécanisée. Alors, à partir du moment où on aide 1 ou 2 jeunes dans ce secteur, c'est sûr que cela amènera à employer d'autres jeunes dans la même situation. Donc, c'est une très bonne initiative. Merci, Monsieur Fofana, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci pour vos analyses. Merci bien. Merci à vous également, Monsieur Diallo, membre de la société civile guinéenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et merci à vous, Jean-Marie. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Amiral. Le plaisir est partagé. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom. Mais Liner, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée aux logements sociaux sur le continent africain. Merci de nous suivre chaque jour et à demain.